Bienvenue pour le deuxième numéro, le deuxième volet de la rétrospective 2023 de l'année de l'Olympique de Marseille. Entre hype et désillusion, on a vécu la période janvier-juin qui se termine avec l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, l'officialisation de Geoffrey Kondogbia. N'hésitez pas à aller voir ce premier volet si vous ne l'avez pas encore vu. On va se projeter désormais sur la deuxième partie entre le 1er juillet et aujourd'hui pour voir comment notre OM a vécu beaucoup d'émotions. Bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez un bon réveillon du 31 décembre et surtout, beaucoup de santé à vous et à vos proches. Alors, on s'était quitté, on l'a vu, avec cette officialisation. L'OM a désormais un nouvel entraîneur en la personne de Marcelino. Il est présenté en conférence de presse. Ce sont les grands travaux entre Pablo Longoria et son ami Marcelino. Et il y a une vraie séduction lors de ce première prise de contact entre Marcelino et les journalistes, entre Marcelino et les supporters de l'OM, parce que tout le monde regarde, évidemment. C'était diffusé sur Twitch. Et ça a encore une fois cassé Twitch en direct. Intensité et ambition. Ce sont les mots de Marcelino à ce moment-là. Il est dans la volonté de charmer son auditoire, il est aussi dans la volonté de prendre ses marques. Je vous avoue, quand j'ai vu l'interview, quand j'ai vu la conférence de presse, il y avait un élément qui m'avait marqué, c'était son regard parfois dans le vide, qui m'avait interpellé. Malheureusement, je ne vous l'avais pas partagé à ce moment-là et je m'en veux parce que c'est aussi mon c'est aussi à moi en fait de travailler là-dessus et de vous partager mes doutes à certains moments pour être le plus juste possible. Et à ce moment-là, oui, j'avais été embarqué par son discours. J'attendais, comme d'habitude, de toute façon, des actes, mais j'avais été interrogatif sur son regard qui m'avait perturbé. Alors, en tout cas, le mercato commence tambour battant. On sent que beaucoup d'éléments, beaucoup de joueurs qui étaient dans le pipe de l'Olympique de Marseille deviennent des pistes très avancées. Alors, évidemment, Iliman Ndiaye, qui est annoncé par Fabrizio Romano. Et puis il y a d'autres pistes sous-jacentes que j'étais amené à travailler. Romain Saïs, notamment, qui était en délicatesse avec son club de Fenerbahçe, si je ne me trompe pas, ou Beşiktaş. Il y avait également Thierry Correa, parce que l'OM recherchait un latéral qui était lui de Valence, ou encore Daichi Kamada, dont on reparle actuellement. Toutes ces analyses ont été travaillées, les vidéos n'ont pas été tournées, bien évidemment, parce qu'il faut attendre de savoir si le joueur est réellement pour parler, mais ça fait partie des éléments que je voulais vous partager. Il y a énormément de travail, évidemment, pour réaliser cette vidéo. Je ne vous le dis pas dans le sens plaignez-moi, voilà, c'est pas dans ce sens-là, c'est plus aussi, il y a un travail de fond qui est réalisé sur des pistes qui ne sont pas forcément signées pour voir aussi quels sont les besoins et quels sont les joueurs pour être prêts le moment venu. Et ça m'excite particulièrement d'être tout de suite prêt à vous sortir le contenu de qualité que vous attendez. Donc n'hésitez pas à vous abonner si évidemment cela vous plaît. Et puis cette vidéo, c'est aussi le moment de revenir sur pas mal d'écueils que j'ai pu avoir. Oui, Iliman Ndiaye est un joueur que je kiffe et que j'ai envie de voir réussir à l'Olympique de Marseille. Oui, Iliman Ndiaye a été étudié en long, en large et en travers. Et il a aussi été étudié avec des personnes, des journalistes qui le connaissent encore plus que moi. Et c'est à cette occasion qu'on avait pu voir l'interview de Mansour Loum, qui gère le média S-News Africa, et qui avait répondu gentiment à mes questions pendant 25 minutes pour voir si c'était l'avenir ou s'il était surcoté. Certains d'entre vous pensent, quoi qu'il arrive, qu'il est surcoté. D'autres disent il y a un espoir autour de lui. En tout cas, après la rencontre face à Montpellier, après la rencontre et sa première mi-temps face à Clermont, on est en droit de se dire que ce joueur, il a du ballon, surtout quand il joue autour d'un attaquant. J'ai hâte de voir sa deuxième partie de saison, s'il est encore à l'OM après le mercato d'hiver, évidemment. Et on a eu des officialisations. Renan Lodi en provenance de l'Atlético Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea, on a eu Ismaïla Sarr en provenance de Watford en Championship. Oui, sur le moment, on est hypé. Oui, il y a des interrogations, toujours. Renan Lodi, il a été parti en Première Ligue à Nottingham Forest. Pierre-Emerick Aubameyang, est-ce qu'il va venir pour suppléer
Alexis Sanchez, pour jouer avec Alexis Sanchez. Quel sera l'état de forme d'Ismaïla Assar? En tout cas, on se pose les questions, mais sur le papier, au mois de juillet, il y a une vraie hype quand même autour de ce mercato parce qu'on se dit, on va avoir de la vitesse, on va avoir de la verticalité, on a enfin un arrière gauche et on est en droit d'avoir de grands espoirs pour la saison. Surtout quand on sait que parmi les mercatos réalisés par Pablo Longoria, un reste en point d'interrogation. À ce moment-là, on est en juillet, on se dit, ouais, janvier, on n'est pas totalement satisfait. Il y a eu peut-être des erreurs avec Malinowski, avec Unai qui s'est blessé, mais bon, on va le revoir et Vitinha qui est en train de s'acclimater. Mais il y a des points d'interrogation. Mais là, on se dit, waouh, quand même, des joueurs qui doivent apporter à l'OM. Alors, il y a l'officialisation d'Iliman Ndiaye dans ce mois de juillet, et puis il y a la fin. La fin entre Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille. Une fin qui est marquante parce que, on le voit, il est plein d'émotions. Pablo Longoria est à ses côtés. Et c'est la fin, mais c'est la fin aussi d'un OM avec du recul, d'un OM avec du caractère. Et on le verra à l'issue du mercato quand on va l'analyser avec du recul. Il y a eu des départs qui ont fait beaucoup de mal à cet Olympique de Marseille. Alors, on bascule au mois d'août et là, on se projette. Quelle est la composition? Est-ce que l'OM va jouer avec Unai, avec Guendouzi? Comment va jouer Iliman Ndiaye avec Pierre-Emerick Aubameyang? Comment cet OM de Marcelino va-t-il se projeter après son dernier match de préparation face au Bayer Leverkusen? Un Bayer Leverkusen aujourd'hui leader de Bundesliga, invaincu, 80 buts marqués, je crois, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison. C'est extraordinaire le travail qui est en train d'être réalisé du côté du Bayer avec Xabi Alonso qu'on a analysé sur le vestiaire ici. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon autre chaîne Le Vestiaire. Et cet OM qui perd, mais on sent des choses. Il y a des choses qui se passent qui sont positives. Mais on se pose aussi une question, c'est est-ce que cet OM est prêt physiquement? Ça, c'est une question qui est posée dans ce débrief à froid. Et puis, il y a cette première désillusion après le match face au Panathinaikos avec, on a Geoffrey Kondogbia qui va être exclu, on a un match qui se termine avec un seul tir cadré d'Unai, on a un but qui est encaissé dans le dernier quart d'heure avec une défense qui est en retard. On n'a pas senti quelque chose. Mais on se dit, ok, c'est le début de saison, c'est compliqué. Ça va revenir parce que le premier match à domicile face au Stade de Reims, l'OM est en progrès. Unai marque alors qu'il n'est pas content de jouer sur le côté gauche. Vitinha marque également. On se dit, la machine est en train de se mettre en place. Et longtemps, ce but aura été le seul encaissé par l'OM avant le but face à Clermont. Donc on se dit aussi qu'il y a des premières bases qui sont mises du côté de Marcelino. Et puis, il y a cet échec. Cet échec qui est flagrant et qui va lui aussi être un tournant de l'année 2023. C'est un échec parce que ça se joue à pas grand-chose, mais clairement à pas grand-chose. Avec du recul, quand tu revois la rencontre ou le résumé de la rencontre, tu te dis qu'à la 92e minute, tu as un potentiel penalty qui n'est pas sifflé sur Matteo Guendouzi, qui se fait éclater par le défenseur grec. Et quelques minutes plus tard, tu as ces 7 minutes de questions sur est-ce qu'il y a main de la part de Matteo Guendouzi et ce penalty qui va être tiré et transformé. Pour la petite histoire, quelques jours plus tard, je crois que c'est Oliver, l'arbitre de la rencontre de l'OM face au Pana, qui va arbitrer un Tottenham-Manchester United et qui, sur une main qui empêche le ballon d'aller au but et une main décollée du corps d'un défenseur de Tottenham, si je ne me trompe pas, ne va pas siffler penalty. Ça fait mal. Ça, c'est un premier détail. Le diable se cache dans les détails. Et puis, en deuxième mi-temps de la prolongation, il y a Vitinha qui va marquer le 3e but de l'OM et qui qualifie l'OM.
Et ce but est refusé pour une faute ou un hors-jeu d'Ismail Assar. Je crois que c'est hors-jeu. Et quand tu regardes l'action, Ismail Assar, il est poussé par le défenseur. Je ne cherche pas d'excuses. Je cherche absolument aucune excuse ici. Mais là où je veux aller, c'est de vous dire, ça se joue à vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. Ce détail face à Alexis Sanchez, ces détails face au Panathinaikos, ça fait mal. Ça fait mal. Et de la hype, on passe à la désillusion parce que derrière, le mercato n'est pas le même. Il y a des transferts surprises qui arrivent en fin de mercato. Murillo qui signe du côté de l'OM. Bamo Meïté qui est échangé avec Isaac Touré. Bamo Meïté qui aujourd'hui n'a disputé qu'une seule rencontre et qui fait que des petites minutes avec l'OM. Unai qui aurait pu partir de l'Olympique de Marseille. Et puis, un transfert avec un gros point d'interrogation, Joaquin Correa, pari risqué. Je me fais assez allumer quand j'ai trop de hype sur un joueur pour ne pas répondre qu'il y a des questionnements, des questions qui se sont posées sur d'autres. Même si, pour nuancer, c'est un pari risqué, oui, c'est clair, c'est assumé, mais c'est un joueur que j'aimerais voir dans l'axe, lui aussi. Et donc, on voit le mercato de l'OM qui a été réalisé avec des trous dans la raquette. Marcelino est arrivé bien trop tard. Encore une fois, je reviens sur mes questionnements du volet numéro 1 au mois de juin. Je ne peux pas imaginer que Marcelino ait été le choix numéro 1 de Pablo Longoria. Il a essuyé trop d'échecs. Qui était véritablement le choix numéro 1 ? Je ne sais pas, mais préparation écourtée, mercato tardif, choix des joueurs qui ne correspondent pas forcément à la tactique recherchée. Correa à gauche, on l'a vu quand on l'étudie, c'est pas un joueur d'aile. Unai également. Et concernant Iliman Ndiaye qui a été positionné à droite, oui, il peut dépanner à droite, mais c'est pas un joueur qui doit jouer à droite ou à gauche. C'est un joueur qui doit jouer dans l'axe en tant que deuxième attaquant. En tout cas, cet OM termine le mois d'août en manquant de caractère quand on voit aujourd'hui les joueurs qui sont partis. Matteo Guendouzi, Seth Kolasinac, Alexis Sanchez, Dimitri Payet. On le voit, ce sont des joueurs qui auraient pu apporter énormément dans le caractère de l'OM dans cette première partie de saison. Donc, on termine le mercato et on débute le mois de septembre avec cette question d'instabilité autour du président Pablo Longoria. Et on le sent, il y a déjà des bruits sous-jacents autour de ce mercato. Est-ce qu'il est réussi ? Est-ce qu'il est raté ? L'OM qui vient de faire match nul à Nantes en jouant à 11 contre 10 après avoir fait la même chose à Metz. Quand tu vois où sont Metz et Nantes aujourd'hui, tu te dis mince, quand même. C'est 4 points de raté dans le début de saison. 4 points de raté, t'es 6e à 6 points de la 3e place. Je vous laisse faire les calculs. Et puis, le mois de septembre va avancer avec ce match face à Toulouse, qui est probablement le pire match que j'ai vu de Marseille au Vélodrome, où je vous avais étalé mes états d'âme à l'issue de la rencontre, à chaud, argumenté, poliment, avec un peu d'énervement, je crois, ce soir-là. Beaucoup de déception, mais il y avait quelque chose qui se tramait, et le titre n'a pas été changé. Hein. C'est un titre que je vous avais mis et j'avais voulu être plus virulent et je m'étais dit, Christophe, calme-toi. Tu as une ligne éditoriale à tenir et tu ne peux pas aller plus loin. Mais si vous revoyez le picto de cette vidéo, l'emoji de cette vidéo, vous comprendrez ce que j'ai voulu écrire. Bref, ça explose le 18 septembre et ce mois de septembre a été noir pour l'Olympique de Marseille. Cette réunion du 18 septembre dont on a parlé en long, en large et en travers et qui va faire imploser ou exploser l'Olympique de Marseille, je pose la question dans les deux sens parce qu'il n'y a toujours pas de réponse autour de ça. Beaucoup de zones d'ombre en tout cas, ça aura fait beaucoup de mal et dans la même semaine, on va donc vivre le départ de Marcelino, Abardonado qui est intronisé nouvel entraîneur intérimaire, Pablo Longoria qui va prendre la parole dans une quadruple page du côté de la Provence.
avec des vidéos où on va le voir complètement défait, où on va se poser la question de savoir s'il va rester à l'Olympique de Marseille. À mes yeux, je ne le voyais pas rester à l'OM, je ne pouvais pas imaginer le voir rester après tout ce qu'on a pu entendre dire de cette réunion. Il ne sera pas présent à Amsterdam pour voir l'Olympique de Marseille faire 3-3 à l'Ajax. Certes, un Ajax qui est malade à ce moment-là, mais qui n'est pas autant malade qu'il le sera au mois d'octobre, puisque l'Ajax va changer d'entraîneur, va être relégable, va encaisser une défaite cinglante face au Feyenoord Rotterdam. Et à ce moment-là de la saison, oui, l'Ajax est en difficulté, mais n'est pas l'Ajax qu'on dépeint aujourd'hui. Oui, c'était un faible Ajax. Il faut remettre les choses dans le contexte. Et l'OM va aller chercher au mental ce 3-3 avec un duo à Bardonado-Frio, entraîneur intérimaire. Et dans cette même semaine, on va avoir Pablo Longoria qui va déclarer rester. Tout ça, ça se passe en 4-5 jours quand même. Pour vous dire aussi l'explosion du volcan olympique de Marseille entre le 18 et le 27 septembre. Parce que entre-temps, l'OM va aller au parc, va prendre une claque 4-0 avec David Frio, entraîneur intérimaire, lui qui va vouloir changer la tactique. Lui qui partira du côté de l'Olympique lyonnais quelques semaines plus tard. L'OM qui prend une terrible claque, et dans ces 10 jours de folie, on se repose la question de savoir qui va entraîner l'OM, et vous le voyez derrière là-bas, Igor Tudor qui aurait peut-être pu revenir, je ne sais pas s'il a été sondé, mais en tout cas, ça aurait pu être une idée. Galtier 2, qui est évoqué, et également Julien Stéphan, mais c'est finalement Gennaro Gattuso qui va être choisi. Gennaro Gattuso dont on apprendra à ce moment-là qu'il avait été dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille au mois de juin. Alors pourquoi n'a-t-il pas été choisi au mois de juin ? Point d'interrogation. Comprends pas. En tout cas, pompier de service. Je rappelle des éléments clés de cette vidéo quand même. Gennaro Gattuso qui à chaque fois qu'il est revenu à chaque fois qu'il est arrivé dans ses derniers clubs, à l'AC Milan, au Napoli, à part à Valence, il a repris le club en milieu de saison. Et la saison où il a été entraîneur à 100%, il a fait progresser au niveau du classement son club. Alors, si on veut rentrer dans les détails, je vous laisserai parler avec les supporters de l'AC Milan et ceux du Napoli qui vont dépeindre un portrait peut-être négatif de lui. Mais il a fait progresser statistiquement ses clubs. Et une fois qu'il a été parti, ces clubs ont remporté le Scudetto. Alors, voilà. Après, on sera chacun notre avis au fur et à mesure. On est encore à chaud de son arrivée, mais on doit prendre du recul. Et donc, septembre se termine avec son arrivée et rebelote, les grands travaux de Gattuso, sa défaite face à Monaco, son match nul face à Brighton, sa victoire face au Havre. Et comme je l'avais dit à l'époque, lorsque j'avais voulu analyser son arrivée, je m'étais dit, perso, j'aurais voulu attendre la trêve internationale pour choisir un entraîneur. J'aurais voulu laisser sa chance à Pancho Bardonado. On a fait une victoire, un nul, une défaite. Bardonado voulait jouer en 3-5-2. On joue aujourd'hui en 3-5-2. Voilà, il y a eu la volonté d'avoir un entraîneur très rapidement. C'est le choix de la direction, c'est le choix de Pablo Longoria. Pas de problème. Mais choisir le 27 septembre ou choisir le 10 octobre, je me pose la question de savoir s'il y avait une réelle velléité de rapidité à choisir Gattuso. Voilà, je le soutiens à 300%. Je trouve qu'il a mis de l'eau dans son vin, il a mis son ego de côté, il a changé la tactique. L'OM va mieux et j'ai hâte de voir la confirmation lors des prochains mois. Mais j'aurais attendu, à mes yeux, de voir ce que Bardonado pouvait donner dans le contexte marseillais. Alors le mois d'octobre, il va être ponctué aussi de remise en question autour des joueurs intrinsèquement, leur valeur sportive, mais remise en question également de mon côté. Moi qui vous donne ma hype et qui vous partage beaucoup d'enthousiasme, ouais, questionnement. Il n'était pas au niveau, ni Unai, ni Aubameyang, ni Iliman Ndiaye. Ça va mieux, mais c'est encore insatisfaisant. Ils en ont encore sous le pied. Et j'espère qu'on le verra. Pour Unai, j'ai des doutes.
pour la suite. Mais pour Ndiaye et pour Aubameyang, j'espère que la deuxième partie de saison sera la leur. Et puis, on a ce mois d'octobre, malheureusement, qui va se terminer avec ce drame. Parce que pour moi, c'est un drame que le match ait pu ne pas se jouer, que Fabio Grosso ait pu prendre ses projectiles dans le bus. C'est un drame qui m'a touché personnellement parce que j'étais au stade, parce que j'ai vu des enfants pleurer, parce que c'est pas le football que j'ai envie de vivre, c'est pas le football que j'ai envie de partager, c'est pas le football que j'ai envie de voir, et que aujourd'hui le football soit autant le reflet de la société qu'on le dépeint. C'est dramatique, malheureusement. Et donc, encore une fois, sur l'année 2023, on ne peut pas échapper à ce moment qui nous a marqué, qui nous a touché, qui nous a accompagnés. Et voilà. Je sais pas quoi vous dire après avoir vu ces terribles images. Et c'est pas digne du football, c'est pas l'image qu'on veut en voir sur le terrain et dans la ville. Alors sur le mois de novembre, eh bien, je vais redire ce que j'ai dit sur le premier volet, mais je vais argumenter. Après cet épisode dramatique face à l'Olympique Lyonnais, du match qui n'a pas eu lieu en octobre, la direction a été silencieuse. Aphone, voilà, pas atone, aphone. Silence, on coule, c'était le point d'interrogation parce que je me posais la question de savoir comment c'est possible que Franck McCourt ne parle pas. Encore une fois, on a un président, Pablo Longoria, ici, je ne veux pas lui chercher des excuses, mais quand on connaît un peu le monde des affaires et du business, il est président, mais oui, ok, il décide, certes, mais il a un actionnaire majoritaire au-dessus de lui. Donc, la personne qui doit parler, c'est l'actionnaire majoritaire, et celle qui prend les décisions, c'est l'actionnaire majoritaire. Et l'actionnaire majoritaire, on ne l'entend plus. Et ça, c'est gênant. Ça me gêne. Surtout après un épisode aussi dramatique que l'Olympique Lyonnais. Et après, on peut trouver aussi des fautes autour de Pablo Longoria. C'est-à-dire que, oui, lui aussi, il pourrait prendre la parole et prendre le pas, prendre l'initiative. Mais quand on sait ce qu'il a vécu après le 18 septembre, en a-t-il envie ? Et donc, dans ce contexte, il y a toujours le serpent de mer de la vente OM. Alors, une fois avec des Saoudiens, une fois avec des Émiratis, une fois avec des Indiens. Je vous laisserai aller voir cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous aurez mon avis. Comme le disait très bien Didier Deschamps, lorsqu'il était entraîneur de l'Olympique de Marseille, chaque jour qui passe est un jour qui me rapproche de mon départ. Il avait raison. Chaque jour qui passe est un jour qui rapproche Franck McCourt de la vente de l'Olympique de Marseille. Et un jour, l'OM sera vendu. Certains diront, je vous l'avais dit, depuis 3 ans et demi. Certains vous diront, oui, c'était très complexe. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas la guerre d'ego de savoir si je vous l'avais dit ou pas. C'est est-ce que l'OM va progresser ? Est-ce qu'avec un nouvel actionnaire, l'Olympique de Marseille va grandir ? Est-ce qu'avec un nouvel actionnaire, l'Olympique de Marseille va redevenir un grand d'Europe ? Voilà les questions qu'on doit se poser. Et arrêter cette guéguerre de savoir est-ce que le club va être vendu ou pas. Le jour où le club sera vendu, vous inquiétez pas. Je serai là et je serai propre sur le sujet. Et je vous donnerai toutes les infos et j'analyserai plutôt. Je reformule. Je ne vous donnerai pas toutes les infos parce que les infos, je ne les ai pas. En revanche, j'analyserai toutes les infos. Et moi, j'ai le mérite, si je peux faire preuve de manque d'humilité dans cette vidéo, de vous dire que je ne sais pas beaucoup de choses. Je ne sais pas beaucoup de choses. En revanche, j'ai la faiblesse de penser que j'analyse bien les situations. Et donc, si l'OM est vendu, eh ben, j'analyserai la situation. Alors, ce mois de novembre, il y a un point charnière dans ce mois de novembre, c'est ce match face à Strasbourg. Quelle purge! Oh, c'était terrible, ce match. Terrible. Et la question qui se pose derrière avec un match en retard, c'est est-ce que l'OM joue le maintien ? Alors, on sait que ça va très vite. On a vu l'Olympique Lyonnais qui est sorti de la zone rouge après 3 victoires consécutives. Mais en ce moment-là, quand on voit la deuxième mi-temps et quand on voit la déclaration de Gattuso qui parle de choses qui sortent des fesses, quand il parle de la deuxième mi-temps de l'Olympique de Marseille,
Et bah ouais, on est en train de se poser la question, est-ce que l'OM joue le maintien? Et c'est le point charnière, je trouve, peut-être de cette fin d'année 2023, parce que derrière, il y a dans ce marasme Mehdi Benassia, qu'on va suivre, évidemment, durant le mercato. Abonnez-vous, parce qu'on va suivre le mercato, bien évidemment, sur CM Football, comme d'habitude. On sera au taquet, vous l'avez vu. On analyse même les joueurs, sans même qu'ils signent à l'OM ici. Benassia qui est arrivé avec 5 objectifs qu'on lui a fixés. Mais surtout un moment charnière, parce que derrière, Aubameyang va marquer ce triplé face à l'Ajax. Il va défier, entre guillemets, les supporters, défier, c'est bien évidemment entre guillemets, parce que comme je vous le disais dans cette vidéo, pour moi, il a un regard quand il sort auprès du virage sud qui veut dire: vous m'avez sifflé, j'ai entendu, et je suis là pour répondre sur le terrain. Et ce triplé, il est magnifique parce qu'il marque aussi sur ce retourné acrobatique. Et comme tout va très vite à l'OM, tout de suite après, on se pose la question de savoir si l'OM est-il lancé. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que dans les signaux faibles de cette rencontre, quand tu l'analyses à froid, tu te dis: putain, tu mènes, t'es rattrapé. Ok, 23 secondes. Tu remènes, t'es re-rattrapé. 2 minutes 23. Oh. Tu remènes 3-2. Tu joues à 11 contre 10. T'es rattrapé. 3-3. Et là, t'es l'OM, tu sais, il y a toujours ce bruit qui existe autour de Marseille qui est: ouais, on aime bien s'auto-flageller, tu vois, en train de se dire: ouais, c'est nous, on va encore flopper, on va encore rater, ça va encore nous tomber dessus. C'est une manière aussi de ne pas être déçu, hein, d'être dans cet état d'esprit. Je peux l'avoir à certains moments, mais j'essaye pas de le transmettre en vidéo parce que justement, on doit incarner autre chose, on doit faire peur, on doit apporter de la hargne, on doit faire peur à nos adversaires, on doit apporter de la confiance. Et en tant que créateur de contenu, on doit aussi être un appui pour les joueurs. Et là, ce match, il tourne dans le bon sens. 91e minute, le gardien qui fait une erreur sur un centre raté, Ismail Assar qui se projette, il se fait frapper le visage, penalty. Et là, je pense que beaucoup ont flippé. Comme moi, j'ai flippé dans le stade, j'étais assis. La doudoune comme ça. Et ce but, il va le marquer. Il va le marquer, ce penalty. Donc oui, est-ce que l'OM est lancé? Parce que c'est peut-être le début d'une série. Le nez creux quand même. Derrière, tu vas gagner contre Lyon, tu mets une gifle à l'Olympique Lyonnais. Dernière défaite, si je ne me trompe pas, de l'OL avant la trêve. Tu mets ce 3-0 à Pierre Sage, qui vient d'arriver, qui réalise ses 3 victoires après. C'est quand même important. Tu vas gagner à Lorient. Tu vas gagner contre Clermont. Cette fin d'année, elle est marquée aussi par cette dure réalité. Tu vas perdre à la dernière minute face à Brighton. Mais, encore une fois, toute proportion gardée, quand tu prends du recul, quand je regarde tout à l'heure la vidéo que j'avais faite à l'issue de l'échec face au Panathinaikos, j'avais dit il faut jouer la compétition à fond. Quand tu regardes, on est chapeau 3, je crois, du tirage de l'Europa League. Tu tapes l'Ajax, tu tapes Brighton. La EK Athènes, tu te dis que tu es au-dessus. Mais Brighton, quand on fait le tirage au sort, il y en a beaucoup qui sont comme ça, contre 2 Zerbi. L'Ajax, quand on fait le tirage au sort, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et c'est normal, parce que c'est l'Ajax. Tu fais 4 points contre l'Ajax, tu fais 1 point malheureusement contre Brighton, et tu fais carton plein contre la EK Athènes. Il n'y a pas si longtemps, contre la EK Athènes, tu ne gagnais pas ces matchs-là. Et donc tu finis 2e. Je pense que c'est notre place en Europa League. On n'est pas le Real Madrid, hein. On est l'OM, et on se reconstruit, et on est instable. On est instable, oui, ça c'est clair. Entre hype et désillusion. Donc tu finis 2e, tu vas jouer donc le Shakhtar en février, on sera là bien évidemment pour l'analyser. Et puis ce match il est symptomatique contre Clermont, le chaud et le froid, le chaud en première mi-temps, le froid en deuxième mi-temps avec ce but encaissé, cette deuxième mi-temps perdue, et tu finis contre Montpellier avec un match nul. Match nul qui représente l'OM, mais tu finis invaincu. Tu finis invaincu de cette année et de ce mois de décembre, tu finis invaincu depuis le match face à Strasbourg. Enfin, la dernière défaite en championnat, c'est contre Lens à la dernière minute. Il y a de la progression. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais tu progresses. Alors, on va se projeter sur le mercato, on va se projeter sur la CAN également, si vous êtes encore présent.
ça sera un mois qui sera dédié à l'OM et à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc beaucoup, 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 beaucoup de contenus qui vont sortir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et ce mercato, et surtout quel compo pendant la CAN, parce que cette vidéo, elle est importante. Quand vous allez la voir, ou si vous l'avez déjà vue, eh ben, il y a une vraie interrogation. Et comment l'OM va se projeter désormais sur cette année 2024 et cette fin de saison 2023-2024. Alors, pour conclure, eh ben, le bilan, il est chargé de hype, on l'a vu, des moments forts avec cette victoire face au Paris Saint-Germain, avec cette désillusion face au Panathinaikos, avec ces détails qui font la différence. Euh, c'est une année qui est marquée de mon côté par ce trophée ici, grâce à vous. Voilà. Ce trophée des 100 000 abonnés. Merci, merci encore infiniment. Ça a été marqué aussi par le changement, le déménagement dans un nouveau studio. C'est arrivé sur Marseille également. Alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en 2024? Eh ben, d'un point de vue sportif, on peut espérer un titre. On est toujours, on, on a le droit de rêver. Rêver plus grand, disent certains. Vous le voyez, c'est pas le cas que de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on est en capacité d'aller chercher la Coupe de France? On verra. L'Europa League, ça dépendra évidemment de la double confrontation face au Shakhtar. En championnat, on est trop loin pour aller chercher le titre. Mais la qualification en Ligue des Champions, elle est encore abordable. Est-ce qu'on peut souhaiter une vente? Bah ça, je vous laisserai y répondre. Moi, je veux qu'une chose, c'est que l'OM aille mieux et que l'OM aille remporter des titres. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Mais surtout, j'ai envie d'une chose, c'est que vous l'avez vu à la fin du mercato, au mois d'août, il y a 4 joueurs qui sont partis. Et cet OM aujourd'hui, pour moi, manque de caractère. Et j'aimerais vraiment des joueurs de caractère qui arrivent à l'OM. J'aimerais retrouver des joueurs qui s'identifient à la ville. Alors oui, on a Samuel Gigot qui s'identifie à la ville. Mais par identification à la ville, j'ai envie de guerriers sur le terrain, mais j'ai envie de joueurs qui l'incarnent aussi en termes de charisme auprès des médias, auprès des supporters. Et j'aimerais un mercato qui réponde à ces critères-là, évidemment le terrain, mais également incarner cette image de la ville. Il y a CMA-CGM qui est sponsor principal. L'entreprise de logistique, l'armateur marseillais est l'entreprise numéro 1 à Marseille. Il y a ce pouvoir local qui est hyper important. Gennaro Gattuso représente ce caractère, cette âme, ces tripes. J'ai envie qu'il y ait un prolongement sur le terrain. Le départ de Matteo Guendouzi, par exemple, fait mal à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il l'incarnait, justement. Après, sportivement, est-ce qu'il répondait à toutes les exigences des différents entraîneurs? Il y a une interrogation. Mais il trouve sa place du côté de la Lazio avec Maurizio Sarri. Donc, voilà ce que j'aimerais pour 2024, retrouver une âme. Voilà, cette âme de l'OM, cette âme de la ville de Marseille, cette âme du Vélodrome qui est incarnée par tout un public. C'est le poumon, ce stade Vélodrome, c'est le poumon de la ville. Et on doit trouver un prolongement avec un joueur ou 2 joueurs ou 3 joueurs qui pourraient incarner ce poumon et qui pourraient être justement le cœur de l'Olympique de Marseille. Voilà comment je termine cette année 2024. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2024 avec plus de 250 vidéos qui vont être réalisées, c'est certain. Sauf malheur, bien évidemment. Mais plus de 250 vidéos qui vont être réalisées sur CM Football, sur le vestiaire. Et même si on va avec le vestiaire, je pense qu'on va être pas très loin des 400 vidéos sur l'année au global. Et d'autres projets qui vont arriver. Je vous dis rien, mais il y a beaucoup de projets pour 2024. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous si aujourd'hui c'est devenu mon métier. Et je vous souhaite à tous de très très belles fêtes. Passez un bon réveillon, beaucoup de santé, fêtez ça bien. Et nous, on se retrouve le 2 janvier pour une prochaine vidéo, la première de l'année. Et d'ici là, portez-vous bien et allez l'OM. Ciao.